Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 20 mars 2020. Comme chaque soir du lundi au vendredi à partir de 18h puis toutes les heures, on fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Et pour ouvrir ce journal, on rejoint par téléphone le professeur Olivier Pollard. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du service infectiologie du CHU de Grenoble. Professeur, on parle d'un gros millier de cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus d'une cinquantaine en Isère. Comment évoluent ces chiffres ? Pour l'instant, on est encore dans une zone, je parle de l'Isère, qui est une zone où il n'y a pas de grandes vagues, comme il y a pu y avoir par exemple à Strasbourg, ou comme peut-être il y a actuellement à Paris et à Lyon. On est encore dans des chiffres qui augmentent, mais qui augmentent doucement et qui ne mettent pas en tension de manière excessive le système de santé. La situation est donc encore gérable pour le moment au CHU ? La situation est complètement gérable. On a eu une certaine chance d'avoir un décalage par rapport à d'autres territoires. Il y a des territoires de France qui sont très touchés et d'autres qui sont moins touchés. Et le fait que nous, comme d'autres, on ait été moins touchés, ça nous a permis d'anticiper beaucoup de choses. Et par ailleurs, grâce à l'observation des collègues qui, eux, sont plus touchés, d'apprendre de leur part et donc de pouvoir développer en avance des dispositifs pour être sûr de ne pas se laisser déborder. Alors, depuis le début de cette crise, on entend parler d'un mot, c'est le mot pic. Est-ce qu'il en est toujours question ? Et si oui, quand devrait-il arriver ? Et surtout, êtes-vous armé pour y faire face ? On est face à une maladie transmissible épidémique, donc oui, il y aura un pic. La question principale, c'est dans chaque territoire, est-ce que ça va être un pic très brutal, difficile à prendre en charge, comme ça a pu être le cas par exemple en Lombardie, ou bien est-ce que ça va être un pic, si j'ose dire un dôme, plutôt quelque chose d'un peu plus étalé, intense, mais en même temps qui ne met pas en danger le système de santé localement. On espère qu'on va plutôt vers ce type d'épidémiologie, c'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas brutal, une épidémie qui sera là mais pas brutale. Combien de temps ça va durer, ou bien à partir de quand est-ce que ça va diminuer ? Parce que c'est ça veut dire quand est-ce qu'on a passé le pic. Et ça, c'est difficile à savoir parce que pour l'instant, mis à part la Chine, il n'y a aucun pays qui a passé le pic. Tout le monde est en train d'augmenter. Et donc, on ne peut pas faire tellement de prédictions. On se dit que peut-être s'il continue à faire très chaud durant les semaines qui viennent, ça va peut-être s'améliorer. Mais on préfère, nous, avoir comme scénario, attention, ça peut s'aggraver, attention, ça va augmenter. Et donc, on se prépare à fond. Donc en termes de moyens techniques, vous nous confirmez que vous êtes armé ? Oui, en termes de moyens techniques, en termes de moyens humains, on a anticipé et on est prêt pour une épidémie plus intense que l'épidémie qu'on a actuellement. Alors avant de vous quitter, professeur, des pistes ont été avancées, notamment par vos confrères de Marseille, concernant la chloroquine. Est-ce que c'est une période un peu de flou pour le grand public ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, c'est vrai que pour le grand public, c'est une période de signaux un peu contradictoires ou de messages qui peuvent sembler partir dans tous les sens. Pour les scientifiques, ce qu'on se dit plutôt, c'est que c'est une situation complexe. On apprend tous les jours à propos de ce nouveau virus. Tous les jours, il y a des nouveaux travaux de recherche qui sont produits. Tous les jours, on comprend un petit peu mieux les choses. C'est un virus contre lequel on n'a pas beaucoup de traitements très évidents. On a quelques pistes qui vont être testées et parmi elles, il y a la chloroquine. La chloroquine, pour l'instant, on n'a presque rien comme résultat. On a des tout petits résultats pas inintéressants de l'équipe de Marseille. C'est très préliminaire. Pour l'instant, ça ne peut pas du tout être présenté comme un traitement enthousiasmant. Pour l'instant, ça ne peut pas du tout être présenté comme la solution. Ce sont de petits résultats intéressants qui nous disent que peut-être il y a un intérêt, mais il est hors de question, par exemple, de se dire qu'on va mettre toute la population sous ce traitement, ou bien que n'importe qui avec de la fièvre doit prendre ce traitement. Sur un plan scientifique, il n'y a absolument aucune raison de faire ça. Bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous, professeur. On vous souhaite bon courage dans ce moment un peu difficile. Pas de problème, et je souhaite à tout le monde un bon confinement, de rester chez soi et de se laver les mains. Tout à fait, on le répétera jamais assez. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir.
Ce vendredi matin, la mairie de Grenoble a lancé une collecte de masques auprès des entreprises de la région. La procédure est assez simple. Contactez via la page Facebook LogCov19 ou via l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Les entreprises seront recontactées avec les modalités pour récupérer les masques chirurgicaux à destination des personnels soignants. Le modèle évidemment le plus recherché étant le FFP2. Des masques, justement, on le disait, le corps médical en manque cruellement. Alors un tutoriel du CHU de Grenoble avec un patron pour réaliser ses propres masques à la maison a été largement relayé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Attention, toutefois, ces masques ne sont pas des masques chirurgicaux. Nous sommes allés à la rencontre d'une Grenobloise qui a décidé de faire tourner sa machine à coudre et apparemment c'est à la portée de tous. Oui, c'est facile. Il faut juste trouver le patron. Et c'est facile pour couper les pièces, c'est bien expliqué. J'ai utilisé juste simplement un drap, ce qu'on utilise d'habitude, et aussi une couverture. Une couverture, une polaire, oui. On découpe avec le patron dessous, donc il y a 4 morceaux, le tissu de drap et aussi 2 morceaux de couverture. Et maintenant, on va le mettre le molleton à l'intérieur de notre masque. Et pour 2 élastiques, on a une astuce, on peut utiliser les chaussettes. Comme ça, on fixe le molleton à l'intérieur de notre masque. Et voilà. Elle est parfaite. Je suis rousse, on a déjà fait ça en Russie et j'ai vu que ma maman a fait pour moi et pour ma soeur. Donc on a déjà utilisé ça et c'est pratique. Je peux faire 4 ou 5, mais par exemple, si les dames qui savent coudre, ils peuvent faire plus pour l'hôpital. Ça fera beaucoup, oui. Une belle initiative. On rappelle bien évidemment que ces masques restent amateurs et donc à utiliser plutôt pour un usage personnel, même si le CHU a annoncé que si la situation venait à être critique, il serait utile. C'est toujours mieux que rien. Le maire de Grenoble a également annoncé la mise en sommeil des chantiers portés par la ville. Éric Piolle a déclaré qu'il y aurait des retards, mais que sa priorité était la santé des administrés. Cela questionne plus largement sur l'importance ou non de maintenir les chantiers sur notre territoire et les conséquences que cela peut avoir sur l'économie du secteur. Élément de réponse avec Thibaut Richard, président de la Fédération du bâtiment et travaux publics en Isère, que nous avons joint par téléphone cet après-midi. Tout le monde s'est arrêté, la majorité des gens sont arrêtés, quelques-uns ont continué, mais c'est une minorité. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, les chantiers étaient interdits ou fermés. Les gens ont été terrorisés par les propos du président de la République lundi soir et ont été paniqués, il y a eu un vent de panique. Alors après, on peut considérer que c'est normal, raisonnable ou pas, mais en tout cas aujourd'hui, on revient en arrière au niveau des ministres, en tout cas, et du gouvernement, puisqu'on demande à toutes les entreprises de reprendre l'activité. Alors, effectivement, la reprise, elle ne sera pas facile et elle va être difficile. Donc, il ne faut pas avoir de comportement fermé. Il ne faut pas ouvrir et demander à ce que les entreprises soient là absolument sous peine de pénalité, ni fermer les chantiers. Il faut rester souple, avoir un esprit d'ouverture pour que chacun puisse, à sa mesure, à sa vitesse, dans son contexte, s'adapter et organiser le travail pour respecter les règles sanitaires de protection. Et ensuite, il faut aussi qu'on puisse travailler avec des fournisseurs qui nous livrent, avec des transporteurs qui sont présents ou pas, qui même alimentent les chantiers en marchandises. Il faut tenir compte du fait qu'on a des salariés absents pour les raisons de garde d'enfants, parce que je rappelle que les écoles sont fermées. Et on a aussi des salariés qui sont à risque, et donc qui sont considérés comme population à risque face au virus, et donc qui ne peuvent pas travailler. Donc forcément, cette reprise, il faut la faire, il faut faire les choses dans l'ordre, mais il faut vraiment que les donneurs d'ordre, les maîtres d'œuvre ne demandent pas aux entreprises de venir coûte que coûte dans un délai trop court. Et il faut que aussi les maîtres d'ouvrage permettent aux entreprises de travailler.
Il ne faut pas fermer absolument les chantiers. Il faut laisser l'opportunité à ceux qui sont capables de travailler dans de bonnes conditions de le faire. Un protocole qui permettra aux ouvriers de travailler dans de bonnes conditions est donc en cours de mise en place au niveau de la Fédération nationale. Les professionnels du secteur espèrent une relance dès mardi prochain. En cette période de confinement et donc de peu de présence logiquement sur les routes, qu'en est-il de la qualité de l'air? Le premier indicateur à piquer du nez avec 3 jours de recul, c'est le dioxyde d'azote des véhicules et c'est bénéfique. Le point positif, c'est une exposition des populations au dioxyde d'azote qui est vraiment réduite, donc qui est intéressant. Il faut savoir que la pollution de l'air est quand même un phénomène qui va beaucoup avoir d'impact sanitaire au niveau des bronches et du système respiratoire. Donc dans l'état actuel de la situation, notamment avec le Covid-19, on a tout intérêt à avoir un air le plus pur possible pour éviter d'accentuer les effets de difficultés respiratoires sur les personnes. C'est des niveaux, en tout cas en dioxyde d'azote, qu'on n'a jamais observés, par exemple en proximité routière sur nos stations qui peuvent être à Grand Boulevard ou au niveau de la Rocade. On a rarement enregistré des niveaux aussi bas, à part, on va dire, en pleine nuit à 1h du matin, quand il n'y a personne sur la Rocade. Mais quand on regarde des mesures en plein milieu de l'après-midi sur les 3 derniers jours, on n'a jamais mesuré ça. C'est des mesures qu'on pourrait avoir au fin fond de la Drôme ou du Cantal, dans des zones où il n'y a personne. Et puis nous l'apprenions ce jeudi, une randonneuse a perdu la vie alors qu'elle faisait le tour du Néron avec une amie. La jeune femme de 25 ans a fait une chute mortelle de plusieurs dizaines de mètres. De secouristes du PGHM qui avaient pourtant averti sur les risques en montagne dans un contexte chargé n'ont pu que constater le décès. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Face à une indiscipline malheureusement toujours présente, la préfecture de l'Isère a décidé de prendre un arrêté ce vendredi fermant tous les parcs et jardins du département. La décision interdit également les activités en plein air et en montagne et notamment la randonnée. Des mesures qui s'appliqueront jusqu'au 31 mars inclus. Les votes du premier tour des élections municipales ne s'exprimeront pas de suite. Les nouveaux conseils municipaux élus dès le premier tour de l'élection dimanche dernier ont été invités par le Premier ministre à ne pas se réunir. Les 30 000 maires élus ne seront donc pas intronisés ce week-end comme initialement prévu. Les installations n'interviendront pas avant la mi-mai, au minimum en fonction de la situation sanitaire. Les équipes sortantes restent donc en place jusqu'alors. La solidarité qui continue de s'organiser face au manque de solutions et de gel hydroalcoolique, la société Chartreuse Diffusion a annoncé cet après-midi la mise à disposition de 10 000 litres d'alcool pur à 96%. Par ailleurs, la société a annoncé produire depuis 3 jours des solutions hydroalcooliques à destination des services des communes de Voiron et Grenoble. Encore au rayon des solidarités, cette fois ce sont les groupes de supporters du GF38 qui ont lancé une cagnotte en ligne destinée au personnel hospitalier du CHU de Grenoble. En moins de 24 heures, elle s'approche rapidement de la barre des 7 000 €. Vous pourrez retrouver le lien direct vers cette cagnotte sur notre page internet. Les groupes supporters de Grenoble ont annoncé que la cagnotte resterait ouverte jusqu'à la fin des confinements. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne et en replay sur télégrenoble.net. On ne le répétera jamais assez, mais protégez vos proches, prenez soin de vous, ne sortez pas. On se quitte avec ces images qui nous arrivent de la Villeneuve et de la Batoukavie, qui ne se laissent pas abattre malgré le confinement. Très bon week-end à tous. Si t'en veux la preuve. C'est vrai que c'est pas facile d'entendre tout ce qui se dit sur les gars et les filles qui habitent ici. N'écoute pas certains journalistes. Ils ne connaissent pas, c'est pas trop leur trip. Si tu veux en avoir une bonne...